Donc, dans ce contexte particulièrement contraint que s'inscrivent nos travaux aujourd'hui, sur cette question cruciale pour nos territoires, comment financer les moyens humains indispensables pour mener la transition? Nous suggérons une logique gagnant-gagnant. L'État crée une ligne budgétaire dédiée à la transition énergétique et climatique des territoires. Imaginons, rassemblons toutes ces enveloppes, tous ces fonds, ces abondements dédiés à l'ingénierie du fonds vert, des crédits ministériels, des opérateurs, les banques publiques, les C2E. Chez nous, nous sommes convaincus que l'on démontrera qu'en remettant tout à plat et en le complétant par une part de la contribution climat, la somme globale est là. Tout EPCI, parallèlement, serait éligible à recevoir un montant sur cette dotation transition écologique et énergétique en fonction de son nombre d'habitants, mais aussi en fonction du périmètre géographique d'intervention. Tout ça pour éviter que les EPCI, notamment les EPCI ruraux, en zone peu dense, ne pâtissent pas de la répartition. Faire acte de candidature en créant un budget annexe de la part des collectivités territoriales. C'est là qu'intervient la logique gagnant-gagnant. Tout ce qui a été dit sur la pérennité de l'ingénierie, elle est essentielle. Et nous, au niveau de la NPP, nous avons effectivement porté un certain nombre de mesures pour pérenniser cette ingénierie, notamment instaurer le 1% ingénierie. Et donc ça pose aussi la question, et je pense que Maryse l'a déjà dit, mais on y reviendra tout à l'heure, du coût-bénéfice de tout ça. C'est-à-dire si à un moment donné on veut arracher à l'État un bout de fiscalité nationale, oui, on a des comptes à rendre, et là je rejoins complètement ce que dit Flamme, on va avoir quelques nuances, mais il faut un contrat. Et donc de se dire, on se fait confiance, on a une mission, les missions socles de terrain qui peuvent être financées de manière pérenne, avec de la visibilité, 3, 4, 5 ans au moins, pour pouvoir avancer. Je rebondis, on a accompagné un projet de réseau de chaleur, il a mis 7 ans à sortir. Pendant 7 ans, il a fallu accompagner, faire avancer, le remettre sur le dessus de la pile. Voilà, c'est ça les durées réelles d'investissement quand on est sur le terrain. Donc, financer des missions socles est OK pour des appels à projets, pour des choses comme ça, parce qu'on a besoin d'innover. Et c'est OK, ça va financer un projet, mais qu'on ait déjà un fonctionnement qui soit stable. C'est pas pour rien que je lisais dans la Gazette des communes il y a quelque temps que les 2 postes les plus créés sous les 3 ou 4 dernières années, c'est chargé de mission, en gros chasseur de subventions, et chargé de mission développement durable, transition écologique, parce qu'on sent bien qu'il y a une montée en puissance de ces enjeux-là. Bon, faut pouvoir les financer. Les petites villes, cette strate intermédiaire, on n'est pas nécessairement éligible aux différents dispositifs de l'État. Et donc, par pitié, les appels à projets, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aimerais, voilà, un cadre défini. Pourquoi c'est plus facile de justifier du financement d'un bureau d'études privé que de l'ingénierie publique? Pourquoi on finance plus facilement un marché à bon de commande parce qu'on aura une facture comme justificatif, plutôt que de mettre de l'argent public dans de l'ingénierie publique, de territoire, d'intérêt général? Moi, je pose la question. Aujourd'hui, c'est plus facile de payer un bureau d'études que de financer du fonctionnement d'une ingénierie d'intérêt général. Les questions énergétiques, elles demandent d'être comprises, transmises, et ça prend du temps, et ça prend de l'accompagnement, ça prend de la connaissance du territoire et des acteurs pour que l'appropriation puisse se faire. Comment on peut inverser la tendance et financer cette ingénierie dans un contexte austéritaire et redonner des marges de manœuvre aux communes? Tout ceci, ça représente 26 collaborateurs pour la LEC 42. Si on voulait faire les mêmes missions sur chaque territoire, on arriverait à 52 collaborateurs. 26 d'un côté, 52 de l'autre. C'est bien pour vous montrer que quand on arrive à mutualiser les moyens et quand tout le monde est d'accord, on arrive à optimiser les coûts. On pourra être financé, moi je leur dis, c'est pas une taxe supplémentaire. C'est réorienter simplement l'argent qui est déjà disponible. Je parle des C2E, mais il y a d'autres programmes des fois qui sont lancés. Et on est capable aussi de demander, via un budget annexe, comme c'est proposé, d'avoir des comptes à rendre. Le cadre dans lequel on est, c'est pas forcément faire des choses fondamentalement différentes de ce qu'on faisait. C'est continuer à déployer la transition énergétique en se posant des questions de mobilité. Faisons-le dans un contexte différent, qui est un contexte dans lequel le climat est variable et en train de changer. Et ça fait quand même une sacrée différence. C'est que c'est pas si simple, ça demande d'autres.
compétences, c'est qu'on a quasiment que des situations particulières. Faire la même chose mais autrement, ça demande ce type de compétences, ce type de moyens, ça demande d'y penser du temps, ça demande de l'intelligence et donc on arrive sur ces questions d'ingénierie. La bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est pas si coûteux que ça à court terme. Ce dont on a fondamentalement besoin, c'est d'injecter de la matière grise sur le sujet et de créer ce réflexe adaptation dont il a été question pour que dans toutes les décisions d'investissement, que ce soit quand on refait une route, quand on refait une école, etc., on se pose cette question de cette projection du climat et éviter à tout prix la maladaptation qui serait l'investissement qu'on regretterait dans quelques années. Je ne sais pas comment il faut faire au niveau financier, mais prendre une part de notre budget de telle manière à ce qu'il revienne automatiquement aux questions d'adaptation, oui, pourquoi pas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que nous avons été évalués sur notre stratégie d'adaptation l'année dernière à l'Eurométropole de Strasbourg, alors que nous avions fait tout ça un peu tout seul. Sans moyens de l'État, je ne vois pas comment on va faire. Et tant qu'on continuera à justement intégrer tous les investissements qui sont nécessaires pour justement répondre aux aléas climatiques auxquels on est confronté et qu'on viendra les ajouter à l'endettement d'une commune, eh bien on n'y arrivera pas. Et on demande depuis longtemps à ce que un certain nombre de dépenses puissent être calculées différemment dans la mesure du déficit et de la dette. Il y a un moment où nécessairement il va falloir qu'on choisisse et qu'on arbitre. Et je dis ça parce que de fait, on n'évacuera pas la question fiscale comme source de financement de la transition écologique. Je vois notamment dans le Bas-Rhin un certain nombre de communes qui n'ont plus les moyens de s'assurer, tellement l'assurance, elle a explosé. Les franchises sont terribles et j'ai envie de dire, c'est déjà le coût de l'inaction. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre participation à cet événement. Et dans le débat et le climat ambiant sur les questions budgétaires, admettre une bonne fois pour toutes que financer de l'ingénierie, ce n'est pas une dépense inutile. Et au moment où on parle de l'euro investi doit être le plus justement utilisé, eh bien, ce qui garantit aujourd'hui le fait que l'euro investi est utilisé à bon escient, eh bien, c'est justement d'accepter de consacrer des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas un gros mot, mais que de dire qu'il faut de l'ingénierie. Il appartient à l'État aujourd'hui de reconstruire cette relation de confiance.